The United States and Soviet armies met at the River Elbe. Americans and Russians joined hands in celebration of victory. Successful partners in war, the hope flamed among all men that the United States and the Soviet Union, with their allies, would form a successful partnership against any future threat of aggression. The news of final surrender, the news that peace had at last been won, penetrated to every corner of the globe. Peace, the hope of mankind, had arrived. Men rejoiced, cheered the end of World War II. Pendant un bref laps de temps, les États-Unis, seuls parmi les vainqueurs, ont dominé le monde. Le pays déplore 405 000 morts face aux 27 millions de Soviétiques. Son économie est en plein essor. Ses exportations ont doublé pendant la guerre. Sa production industrielle s'accroît de 15% par an. Les 2/3 des réserves d'or mondiales et les 3/4 du capital investi sont aux mains des États-Unis, qui fabriquent aussi 50% des produits de consommation au monde. En 1945, à Bretton Woods, les États-Unis créent 2 nouvelles institutions économiques, piliers du capitalisme, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Chacune se voit dotée d'environ 7 à 8 milliards de dollars. Le président Truman, connu pour son combat contre les dépenses excessives alors qu'il était sénateur, supervise une gigantesque démobilisation. Mais le malaise persiste dans cette nouvelle société où ceux qui sont restés au pays ont prospéré pendant que les autres se battaient. I can see that you had a splendid war record, Derry. Just average, Mr. Thorpe. But you'll understand that since this business changed hands, we're under no legal obligation to give you your old job back. No, I wasn't thinking of getting my old job back, Mr. Thorpe. I'm looking for a better one. What are your qualifications, your experience? 2 years behind a soda fountain and 3 years behind a Norden bomb site. Yeah. Well, while in the Army, did you have any experience in procurement? No. Purchasing of supplies, materials? No, I didn't do any of that. I just dropped bombs. Did you do any personnel work? No. But as an officer, you surely had to act in an executive capacity. You had to command men. You were responsible for the morale. No, I was only responsible for getting the bombs on the target. I didn't command anybody. I see. I'm sure that work required great skill. But unfortunately, we've no opportunities for that with Midway drugs. Yeah. La guerre a tué 70 millions de personnes en Europe et en Asie, dont 2/3 de civils. Et Hiroshima a ouvert des perspectives plus sombres encore. La Grande Dépression est terminée, mais les analystes financiers et sociaux craignent une rechute, inquiets des conséquences de la pauvreté mondiale. Avec des populations déplacées, déracinées et sans emploi, la révolution va-t-elle embraser la planète? Et que va-t-il advenir du commerce et des investissements américains? En France, le Parti communiste, qui comprend 1 demi-million de membres et a combattu courageusement dans la résistance contre les nazis, remporte 26% des votes en 1945. En Italie, 1 700 000 personnes ont rejoint le parti. Même en Grande-Bretagne, le peuple épuisé et brisé par 2 guerres mondiales successives sollicite l'aide du gouvernement. Et la roue tourne pour Winston Churchill, l'un des hommes d'État les plus respectés de son époque, qui perd les élections dans un retournement de situation digne d'une tragédie grecque. Winston Churchill touring the ruins of Berlin as the curtain rings down on his career as Prime Minister of Great Britain. Beneath flags of the Big Three, the 70-year-old leader stands at last in the heart of Berlin as he vowed he would 5 years ago. Admiral King and General Marshall come up to greet the old warrior. Next to General Marshall can be seen balding, mustached Clement Attlee, new Labour Prime Minister. Attlee incarne le nouveau socialisme européen. Il promet de créer un système de soins gratuits pour tous et préconise la nationalisation totale de plusieurs des plus anciennes entreprises du pays. Sa mission n'est pas de sauver l'Empire, mais de développer l'État-providence. À l'inverse, Churchill se veut le garant de cet empire. Fin 1942, alors que l'existence même de la Grande-Bretagne est menacée, il déclarait «
Je ne suis pas devenu le premier ministre du roi pour présider à la dissolution de l'Empire britannique. Et pourtant, il va assister impuissant au démantèlement de l'Empire britannique. Attlee accorde l'indépendance à l'Inde, au Pakistan, à la Birmanie, au Sri Lanka, à la Jordanie et à la Palestine. Attlee a compris qu'un nouvel ordre américain mondial est en train de voir le jour. Les États-Unis consentent un prêt à l'Angleterre de 4 milliards de dollars pour une durée de 50 ans et installent désormais des bases militaires sur le sol anglais. L'Angleterre s'apprête à devenir un nouvel État client des États-Unis. Roosevelt n'a jamais aimé le concept d'empire. Il s'était même fait l'écho de la désapprobation américaine générale à l'égard de la politique répressive de l'Angleterre en Inde, en Grèce et à travers le monde. Il a toujours composé adroitement avec les politiques de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique. Le projet d'un soutien américain pour aider la reconstruction soviétique est débattu ouvertement pendant la guerre. Mais Truman est loin d'être aussi habile que Roosevelt. L'Amérique, alors au sommet de sa puissance, favorise encore les Anglais. L'aide reçue par les Soviétiques pâlit en comparaison du soutien accordé aux Britanniques. Déçus, les Soviétiques ont compris que l'alliance qui a tenu le temps de la guerre serait la première victime de l'après-guerre. À la mi-septembre 1945, lors d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères à Londres, le secrétaire d'État Jimmy Burns condamne la politique soviétique en Europe de l'Est. Le ministre russe des Affaires étrangères, Molotov, souligne la politique d'exclusion menée par les Américains en Italie, en Grèce et au Japon. Lassé de la hargne de Burns, il lui demande s'il dissimule une bombe atomique dans sa poche. Burns réplique alors « Vous ne connaissez pas les gens du Sud. Nous transportons notre artillerie dans notre poche. Si vous n'arrêtez pas vos manœuvres, je vais sortir une bombe atomique de ma poche et vous la balancer. » En décembre, le secrétaire d'État au commerce, Henry Wallace, presse Truman de retirer le contrôle de l'armement atomique américain à Leslie Groves, farouche détracteur de l'URSS, et qui exerce encore un contrôle unilatéral sur l'invention. Groves s'est fait le chantre d'une attaque préventive contre tout rival potentiel tentant de fabriquer ou de posséder l'arme atomique. L'Union soviétique, qui dispose de la plus grande armée au monde et joue un rôle dominant dans le mouvement antifasciste, est désormais devenue une menace pour certains officiels américains. Début 1946, un sondage officiel rapporte que 26% des Américains pensent que les Soviétiques cherchent à dominer le monde. 13% pensent que c'est le cas des Britanniques. Les Russes, conscients du durcissement de l'administration Truman, espèrent pourtant sauver l'ancienne alliance et redoublent d'efforts pour calmer la frustration de leurs alliés communistes en Chine, en Italie, en France et en Grèce. Staline, qui doit avant tout s'assurer que ni l'Allemagne ni le Japon ne présentent plus de menaces pour son pays, rencontre d'énormes difficultés intérieures. L'Union soviétique sombre dans une pauvreté croissante et doit faire face à une guerre intensive des partisans, notamment à l'ouest du territoire, et particulièrement en Ukraine, bientôt ravagée par la famine. L'URSS est isolée aux Nations Unies, et les États-Unis ont le monopole de la bombe atomique. Pourtant, les États-Unis entretiennent l'image d'une Union soviétique sur le point de conquérir le monde. En Allemagne, les deux systèmes sont déjà en conflit. La politique de Roosevelt délaisse sa première intention de pastoralisation pour une politique de relance de l'économie allemande, qui doit permettre de redynamiser toute l'Europe. Compte tenu de ce qui se produira en Allemagne de l'Ouest quelques années plus tard, cette décision est judicieuse. Mais à l'époque, ce retournement froisse l'Union soviétique, qui a été 2 fois acculée à une guerre féroce contre l'Allemagne. Les images frappantes des Soviétiques dépouillant les zones de l'Est pour tout rapporter sur leur propre terre appauvrie sont perçues à juste titre par la plupart des Américains comme du pillage organisé. L'Empire russe précommuniste est en conflit avec l'Empire britannique depuis plusieurs décennies. Tous deux cherchant à étendre leur influence en Turquie et en Iran. La Russie cherche depuis longtemps à avoir accès aux zones portuaires méditerranéennes.
Au cours de la révolution russe de 1917, Churchill, premier lord de l'amirauté, est un farouche adversaire du communisme, dont il dit alors qu'il faut l'étouffer dans le berceau. Il a réussi à tirer les États-Unis dans un affrontement armé avec le nouveau régime communiste. Une clique contre-révolutionnaire, forte de 40 000 Anglais et 15 000 Américains, participe au combat, empoisonnant durablement les relations avec les Soviétiques. C'est finalement Roosevelt qui reconnaîtra l'URSS en 1933. Churchill, écarté du gouvernement et tombé en disgrâce, espère une confrontation. Et sans grande surprise, c'est au Moyen-Orient qu'elle se produit. La Grande-Bretagne contrôle alors 72% du pétrole au Moyen-Orient. Les États-Unis en contrôlent 10% et en veulent davantage. Mais l'Union soviétique veut également sa part. Les Soviétiques qui, pendant la guerre, ont surveillé la frontière nord de l'Iran pour empêcher l'approvisionnement en pétrole des nazis, sont désormais en conflit avec les Britanniques au sud du pays. Churchill s'inquiète également de l'implantation soviétique en Turquie, qui menace les intérêts britanniques au Moyen-Orient. La découverte d'un réseau d'espionnage russe au Canada, début février, donne du crédit à son discours de méfiance. L'annonce par Staline d'un nouveau plan quinquennal pour rebâtir l'URSS après-guerre est interprétée à tort comme une provocation et l'avertissement d'une guerre inévitable entre les deux blocs. Dans ce contexte, toujours conscient de son influence, Churchill se rend en mars 1946 à Fulton, la ville natale de Truman, dans le Missouri, pour y tenir l'un des discours les plus dévastateurs de toute l'histoire de la guerre. Ces propos condamneront l'Union soviétique à jamais dans de nombreux esprits. Mr. Churchill, he's one of the great men of the age. He's a great Englishman, but he's half American. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. In a great number of countries, the communist parties or fifth columns constitute a growing challenge and peril to Christian civilization. I do not believe that Soviet Russia desires war. What they desire is the fruits of war and the indefinite expansion of their power and doctrines. C'est un bond en avant dans l'hostilité envers l'URSS. Le New York Times applaudit le discours, proclamé avec la force d'un prophète qui a prouvé qu'il avait déjà eu raison. Visiblement énervé, Staline accuse Churchill de faire le jeu des va-t-en-guerre et des partisans de la théorie raciale, selon laquelle seul un anglophone pourrait décider du sort du monde. Le Chicago Tribune, bien que d'accord avec son jugement de l'Europe de l'Est, reproche à Churchill d'implorer l'assistance des États-Unis dans le seul but de sauver son vieil empire diabolique et de maintenir la tyrannie à travers le monde. Nous ne pouvons pas devenir les partenaires de l'esclavagisme. Le sénateur de Floride, Claude Pepper, observe que Churchill est aussi opposé à la Russie qu'à un gouvernement travailliste dans son propre pays. Selon lui, il est choquant de voir M. Churchill s'aligner sur les positions du vieux lion conservateur Chamberlain qui avait soutenu les nazis comme rempart dans sa croisade anti-soviétique. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de Roosevelt, Henry Wallace propose un regard différent. Le seul moyen de vaincre le communisme dans le monde est d'améliorer et d'adoucir les conditions de production mondiale. Ayons une stratégie décente, déterminée, mais par-dessus tout, une stratégie de paix au service de l'humanité. La source de toutes nos erreurs est la peur. La Russie craint l'encerclement anglo-saxon. Nous craignons une invasion soviétique. Sous l'influence de la peur, nos grandes nations ont agi comme des bêtes acculées, ne pensant qu'à leur survie. Les différents peuples du monde ne toléreront pas l'impérialisme, même sous l'égide éclairée des anglo-saxons détenteurs de la bombe atomique. Le destin des peuples anglophones est de servir le monde, non de le dominer. Après le discours de Churchill, les relations se dégradent rapidement.
Quand les troupes soviétiques refusent de se retirer des provinces septentrionales d'Iran, Truman brandit le spectre de la guerre. Si les Russes devaient contrôler le pétrole d'Iran, directement ou indirectement, cela serait une sérieuse perte pour l'économie du monde occidental. Plus tard, Truman dira en privé à un sénateur qu'il a menacé les soviétiques d'une attaque nucléaire. À leur ambassadeur, il aurait dit « Si les troupes soviétiques ne sont pas évacuées sous 48 heures, nous allons vous balancer la bombe ». Il prétendra que suite à cet entretien, les Russes étaient partis en 24 heures. En réalité, ce retrait n'est pas la conséquence directe du chantage atomique de Truman. Moins de 2 mois plus tard, les États-Unis annulent le versement des réparations de guerre payées par l'Allemagne de l'Ouest à l'URSS. Et en juillet 1946, les États-Unis décident de reprendre leurs essais nucléaires dans les îles Marshall. En septembre 1946, devant 20 000 personnes au Madison Square Garden, à New York, Henry Wallace tente de mettre un terme à la folie ambiante. Plus nous durcissons nos positions, plus l'URSS durcira les siennes. Nous pourrons coopérer dès que la Russie aura compris que notre objectif premier n'est ni de sauver l'Empire britannique, ni de traquer le pétrole du Proche-Orient. Face à une concurrence amicale et pacifique, le monde russe et le monde américain deviendront peu à peu plus semblables. Les Russes seront forcés d'accorder de plus en plus de liberté personnelle à leurs citoyens et nous serons plus attentifs aux problèmes de justice sociale et économique. Ce discours fait le tour du monde, embarrassant profondément le secrétaire d'État Jimmy Burns, qui demande à Truman de choisir entre Wallace et lui. Dans la controverse qui suit, les soutiens affluent pour Wallace. S'il reçoit l'appui de personnalités telles que Eleanor Roosevelt et Albert Einstein, nul au sein de l'administration Truman ne le soutient. James Forrestal considère que Wallace est un risque pour la sécurité nationale. Il le fait secrètement surveiller par le bureau de renseignement de la marine de guerre et partage ses informations avec le FBI de J. Edgar Hoover. Celui-ci nourrit également de grandes suspicions sur l'obédience de Wallace. Wallace, de son côté, considère J. Edgar Hoover comme un Himmler américain. Truman affirmera plus tard qu'il n'a jamais approuvé le discours de Wallace avant qu'il soit prononcé. C'est faux. Il l'écrira dans son journal. Wallace est un pacifiste convaincu. Il veut démanteler nos forces armées. Il veut livrer à la Russie nos secrets nucléaires. Et il veut faire confiance à une bande d'aventuriers du Politburo du Kremlin. Je ne comprends pas ce genre de rêveur. Truman limoge Wallace. Après son départ, disparaît toute chance d'éviter une course à l'armement nucléaire. L'année 1947 marque un tournant majeur. L'Amérique plonge dans la guerre froide, sur son territoire comme à l'étranger. Des mouvements de libération voient le jour en Malaisie britannique, en Indochine française ou en Indonésie néerlandaise. Les États-Unis dressent un portrait noir de Staline. Selon eux, il attise la révolution mondiale, refuse les négociations et s'enferme dans une vision manichéenne du monde. En Grèce, l'armée britannique renverse le chef gauchiste populaire du Front de Libération Nationale, provoquant l'insurrection des communistes, et restaure la monarchie, qui n'est autre qu'une dictature de droite. Après le terrible hiver 1946-47, aux prises avec des difficultés financières, la Grande-Bretagne ne peut plus contrôler la révolte. Elle demande donc de l'aide aux États-Unis pour mater les insurgés grecs et pour moderniser son armée en Turquie. Un membre du département d'État résumera la situation. La Grande-Bretagne, en l'espace d'1 heure, a cédé le contrôle du monde aux États-Unis. Lassée des conflits, la population américaine souhaite éviter les initiatives coûteuses. Mais Truman, s'adressant aux 2 chambres du Congrès, demande pourtant 400 millions de $, faisant ainsi de l'Amérique le nouveau gendarme du monde. Et la doctrine Truman voit le jour. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. At the present moment, in world history, nearly every nation must choose between alternative ways of life. I believe
that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. Truman est incapable de distinguer les menaces vitales des menaces secondaires. Cette déclaration au monde, qui lie la sécurité des États-Unis au destin des peuples du monde entier, est lourde de conséquences, car elle peut être transposée au cas de la Corée, du Vietnam, de l'Irak ou de l'Afghanistan. Après un débat houleux, le Congrès se range à l'avis du président. Moscou est sidéré par ce langage belliqueux. Les Soviétiques accusent les États-Unis d'expansionnisme impérialiste sous couvert de charité et de vouloir étendre la doctrine Monroe au vieux continent. Chassé du gouvernement, Henry Wallace prend la tête de l'opposition. Il dénonce l'absurdité qui consiste à prétendre que les gouvernements grecs et turcs sont démocratiques. Il accuse Truman de trahir Roosevelt et sa vision de la paix mondiale. Le président Truman ne peut pas empêcher l'évolution du monde, pas plus qu'il ne peut stopper les marées ni arrêter la course du soleil. Si l'Amérique se dresse contre le changement, nous sommes perdus. L'Amérique deviendra la nation la plus exécrée au monde. Prévoyant que l'URSS répliquerait sur le même ton, il avertit: la politique de Truman répandra le communisme en Europe et en Asie. 2 mois plus tard, les Soviétiques soutiennent un coup d'État destiné à renverser le gouvernement démocratiquement élu en Hongrie. Le New York Times écrit alors: le coup d'État hongrois est la réponse des Russes à notre action en Grèce et en Turquie. Il est évident que ces actions des États-Unis ont contribué à la décision soviétique d'imposer un nouvel ordre plus strict en Europe de l'Est. La guerre civile grecque vire au bain de sang. Et des citoyens américains appelés conseillers arrivent en zone de guerre en juin 1947. Les États-Unis arment l'aile droite de la monarchie, tout en fermant les yeux sur les arrestations politiques et les exécutions de masse. Le conflit est marqué par une violence pernicieuse et préfigure la guerre du Vietnam, avec des stratégies, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Les déportations de masse dans des camps, l'emprisonnement des familles des éléments subversifs, les exécutions, la dissolution des syndicats, la torture et les villages incendiés au napalm. La Grèce reste aux mains d'hommes d'affaires prospères, dont la plupart ont collaboré avec les nazis. Les victimes sont des travailleurs et des paysans qui ont résisté pendant la guerre. L'URSS soutient temporairement les forces de gauche, mais en février 1948, Staline ordonne au président yougoslave Joseph Tito, ainsi qu'à ses voisins, l'Albanie et la Bulgarie, d'arrêter de soutenir le mouvement de guérilla. Qu'est-ce que vous croyez? Que les États-Unis, la nation la plus puissante du monde, vous permettront de briser leur ligne d'influence dans la Méditerranée? C'est absurde. Et nous n'avons même pas de flotte. Le soulèvement en Grèce doit être arrêté aussi vite que possible. Tito, qui lui aussi s'est battu contre les nazis, ne craint pas les assassins de Staline. Il refuse. Staline l'exclut alors du mouvement communiste international, contrariant ainsi ses alliés les plus intransigeants, comme Mao en Chine. Le département d'État souligne, pour la première fois dans l'histoire, nous pourrions avoir dans la communauté internationale un État communiste indépendant de Moscou. Mais malgré un soutien voilé à Tito, les États-Unis n'ajusteront jamais leur rhétorique. Dans l'opinion publique, l'Union soviétique reste au centre d'une conspiration communiste visant à dominer le monde. En 1956, Churchill à la retraite, après s'être retiré de la politique pour la seconde fois, confirmera dans un entretien: Staline n'a jamais manqué à sa parole envers moi. Nous étions d'accord sur les Balkans. J'ai dit qu'il pouvait avoir la Roumanie et la Bulgarie, et il a dit que nous pouvions avoir la Grèce. Il a signé un accord et n'est jamais revenu dessus. C'est ainsi que nous avons sauvé la Grèce. L'absence de soutien de Staline envers l'insurrection grecque condamne les rebelles. La guerre se termine en 1949 par la victoire du gouvernement national. Contrairement aux États-Unis, qui célèbrent la victoire, le peuple grec s'abstient. Plus de 100 000 personnes sont mortes et 800 000 sont alors expatriées. Police, armée, décrets et services de renseignement, les gouvernements grecs successifs
utiliseront systématiquement l'appareil étatique répressif pour diriger le pays. Aux États-Unis, sous la pression de la droite républicaine, Truman juge nécessaire d'apaiser le malaise croissant de la population vis-à-vis du communisme. Tous les employés du gouvernement sont soumis à des contrôles de loyauté, destinés à écarter les fameux éléments subversifs. Toute attitude considérée comme telle, concernant la religion, les comportements sexuels ou la politique étrangère, est source de suspicion. En 1952, plus de 4000 employés sont licenciés ou contraints de démissionner. The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. En octobre 1947, la Commission sur les activités anti-américaines organise un débat public hautement médiatisé sur l'influence communiste à Hollywood. C'est une cible facile. Have you ever been a member of the Communist Party? I have told you that I will offer my beliefs, my affiliations, and everything else to the American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written. Stand away from the stand. I have written for Americanism for many years, and I stand away from the stand. Fight for the Bill of Rights, which is what has to destroy. Les dirigeants des studios hollywoodiens font du zèle en dénonçant honteusement ceux qui ont été suspectés et en promettant de n'engager aucune personne visée par la commission. Même si beaucoup de stars hollywoodiennes critiquent publiquement la chasse aux sorcières, la liste noire laisse la place à une liste grise, et des centaines d'autres personnes se voient refuser un emploi. Parmi les témoins intervenant au cours des séances de la commission, figure le président de la Screen Actors Guild, Ronald Reagan, les acteurs Robert Taylor et Gary Cooper, ainsi que Walt Disney. I don't believe it's a political party, I believe it's an un-American thing. And the thing that I resent the most is that they are able to get into these unions and take them over. De 1948 à 1954, plus de 40 films anticommunistes sont produits. Sans parler des paraboles de science-fiction, comme La Guerre des mondes, qui dénoncent clairement la menace communiste. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors are in reality the flaming vanguard from the Red Planet. C'est le FBI qui conduit la plupart de ces enquêtes, visant à prouver l'existence d'une conspiration communiste aux États-Unis. Son directeur, J. Edgar Hoover, un homme qui a très vite compris l'importance de la publicité, pour ne pas dire la propagande, a une unique obsession: la lutte contre le communisme. Ces victimes n'ont pas le droit de savoir de quoi elles sont accusées. Dans sa paranoïa, Hoover se méfie même de la Maison-Blanche, du Pentagone et du département de la justice. Il dissimule ses agissements, qu'ils soient ou non hors la loi. Il élabore des plans pour arrêter des communistes en masse dans le cas d'une éventuelle attaque soviétique. En juillet 1947, Truman fait voter le National Security Act et crée une nouvelle administration dirigée par James Forrestal. Farouchement anticommuniste, ce dernier devient le premier secrétaire d'État à la défense du pays. Il crée également la Central Intelligence Agency, la CIA, qui se voit assigner 4 fonctions. 3 d'entre elles concernent les renseignements, leur collecte, leur analyse et leur diffusion. La 4e fonction se révélera la plus dangereuse. En effet, dans un passage un peu vague, la CIA est autorisée à endosser d'autres responsabilités liées au renseignement, à la discrétion du président et à la condition qu'il relève de la sécurité nationale. La CIA utilisera cette formulation imprécise pour mener des centaines d'opérations clandestines à travers le monde, dont plus de 80 durant le second mandat de Truman. L'une de ses premières réussites, le sabotage des élections italiennes en 1948, assurant la défaite du Parti communiste. Apparemment, la démocratie n'est une vertu que quand elle sert les intérêts américains. Parfois surnommée l'armée invisible du capitalisme, la CIA est le pilier d'une nouvelle Amérique, fondée sur une police d'État secrète, dont l'influence grandira graduellement au fil des décennies. En privé, Truman craint dès le départ que la CIA ne se transforme en Gestapo ou en dictature militaire. En 1963, peu après l'assassinat de Kennedy, Truman, à la surprise générale, appellera explicitement la CIA à cesser ses opérations et à se contenter de collecter des renseignements.
Sa lettre ouverte paraît dans le Washington Post. Elle génère étonnamment peu de débats dans les autres médias et disparaît vite dans l'oubli. Le général George Marshall, qui a mené les armées alliées à la victoire durant la Seconde Guerre mondiale, est de nouveau nommé l'homme de l'année par le Time en janvier 1948 et se prépare à une retraite paisible. Mais Truman, qui ne supporte plus Burns au poste de secrétaire d'État, le force à démissionner. Il le remplace par Marshall, qui est convaincu que la menace soviétique, décrite par Truman, est très exagérée. Le bon sens de Marshall lui souffle que le meilleur moyen de gagner une guerre est de l'empêcher d'éclater. Ce qu'il faut, dans une Europe ruinée et indigente, n'est pas une réponse militaire, mais une réponse humanitaire. Dans cet esprit, à la cérémonie de remise des diplômes de l'université de Harvard en juin 1947, le plus illustre général américain invite les dirigeants européens à soumettre un projet de relance économique. C'est ainsi que naît le célèbre plan Marshall. Our policy is directed not against any country, doctrine, but against hunger, poverty, desperation and chaos. La politique des États-Unis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vis-à-vis de ses anciens ennemis, est sans précédent dans l'histoire de l'Empire. Ils ont remis d'aplomb l'Allemagne et le Japon, et ont fait d'eux des pays satellites économiquement puissants. It is a difficult program, and you know far better than I do the political difficulties involved in this program. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. Les États-Unis verseront 13 milliards de dollars entre 1948 et 1952. Les principaux bénéficiaires de ces aides seront la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, augmentant encore la peur des Soviétiques de voir la puissance germanique restaurée. L'URSS décline l'offre de faire partie du plan, qui prévoit une mainmise trop importante des Américains sur l'économie soviétique. Mais quand la Tchécoslovaquie, un gouvernement de coalition démocratiquement élu et pourtant mené par un parti communiste fort, accepte le soutien du plan Marshall, Staline s'interpose et exige que les Tchèques renoncent au plan. En février 1948, un régime pro-stalinien est imposé en Tchécoslovaquie. L'Amérique et de nombreux progressistes en Europe sont sous le choc. Le célèbre acteur James Cagney se fait le porte-parole du point de vue occidental sur le sujet. Subversion is, of course, an important technique of communist conquest. Czechoslovakia in 1948 is an established democracy in Eastern Europe. Suddenly, a rash of strikes. Conservative elements resign from the cabinet. But Jean Majarik, son of the country's greatest hero, will not go along and remains in the Foreign Office. 2 weeks later, his dead body is discovered. Whether he was murdered or killed himself is not known to this day. La mort de Masaryk, tombé par la fenêtre de sa salle de bain, entretiendra l'angoisse obsessionnelle de Forrestal vis-à-vis des Soviétiques. Marshall avait pourtant prédit, lors d'une réunion du cabinet en novembre, que les Soviétiques allaient bientôt sévir contre la Tchécoslovaquie de manière purement défensive. Mais Truman se saisit de l'affront pour soutenir le plan Marshall au Congrès, ainsi qu'un plan de réarmement que le Pentagone prépare depuis longtemps. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. It is this ruthless course of action and the clear design to extend it to the remaining free nations of Europe that have brought about the critical situation in Europe today. L'Amérique prend alors une décision lourde de conséquences. Encourager la création d'un État d'Allemagne de l'Ouest. Truman décrit le plan Marshall et la doctrine Truman comme les deux moitiés d'une même noix. Bien que le plan soutienne la reconstruction européenne, l'essentiel des aides servent à acheter des produits d'export aux multinationales américaines. Dans le même ordre d'idées, peu d'aides sont accordées pour soutenir les capacités de production des différents États participants. Et les compagnies pétrolières américaines dominent rapidement le marché européen. En secret, le plan est également généreux avec la CIA, qui détourne d'importants montants de l'aide monétaire du plan Marshall
pour des opérations d'infiltration. Au printemps 1948, après le coup d'État tchécoslovaque, Truman approuve l'augmentation massive du nombre d'opérations clandestines, y compris des opérations de guérilla en URSS et en Europe de l'Est. Un projet voit le jour. Fondée à l'origine par les nazis en 1941, une armée de guérilla répondant au nom de code Nightingale est composée d'ultranationalistes ukrainiens. Ce groupement fait des ravages dans une région détruite par la famine, où le contrôle soviétique s'est relâché, entraînant l'exécution de milliers de juifs, de Russes et de tous les adversaires politiques opposés à la création d'un État ukrainien. À partir de 1949 et pendant 5 ans, la CIA parachutera des infiltrés dans la région. Pour comprendre ce qu'ont ressenti les Russes, il faut se demander comment l'Amérique aurait réagi si l'Union soviétique entretenait des guérillas aux frontières du Canada et du Mexique avec les États-Unis. De toute évidence, les États-Unis sont prêts à tout pour étouffer l'influence soviétique dans leur sphère d'intérêt. La CIA est tout aussi active en Allemagne et prend le contrôle de l'organisation Gehlen au profit de l'armée américaine. Gehlen, un ancien nazi qui a dirigé les services de renseignement en Europe de l'Est, recrute un réseau de nazis et de criminels de guerre issus en partie de la Gestapo et des SS. Dans les années qui suivent, il dresse pour les Américains le tableau le plus sombre possible des actions soviétiques. Un ancien fonctionnaire de la CIA reconnaîtra: il nous a abreuvés de tout ce qu'on voulait entendre. On se servait sans arrêt de ces informations et on les transmettait à tout le monde, au Pentagone, à la Maison-Blanche, aux journaux, et ils adoraient ça. Mais c'était de la propagande anti-russe, des histoires de croque-mitaines, et cela a fait beaucoup de tort à notre pays. En juin 1948, aux portes de l'Allemagne de l'Est, les États-Unis instaurent une réforme monétaire dans les 3 secteurs ouest de Berlin, pour éliminer un marché noir devenu incontrôlable, notamment la contrebande de cigarettes. L'URSS voit dans cette réforme une étape majeure dans l'établissement d'un État indépendant d'Allemagne de l'Ouest. C'est aussi une trahison de la part des Américains, qui avaient promis des réparations financières en provenance des zones les plus prospères de l'Allemagne de l'Ouest. En réaction, les Russes interrompent tout trafic routier et ferroviaire vers Berlin. Staline affirme que les puissances occidentales ont perdu leur droit d'accès en détruisant le projet commun d'après-guerre d'une Allemagne unifiée. À l'Ouest, les médias dénoncent un blocus inhumain qui affame les civils. Mais contrairement à cette vision largement répandue, les Soviétiques ont garanti aux Berlinois de l'Ouest un accès à la nourriture et au charbon par la zone Est. Les services de renseignement militaires américains le confirmeront. Ce dont la plupart des gens se souviendront en revanche, c'est de l'immense pont aérien organisé par le général Curtis LeMay, qui pendant les 15 mois qui suivront, ravitaillera en nourriture et combustible 2 200 000 personnes dans une ville assiégée. Truman est prêt à approuver l'usage des armes atomiques. Il écrit en septembre « Nous sommes très proches de la guerre ». La France montre peu d'enthousiasme devant cette initiative américaine et craint la remilitarisation de l'Allemagne. Il en va de même pour la Grande-Bretagne. Mais l'Amérique joue de son monopole nucléaire et rejette les tentatives de compromis des Soviétiques, jusqu'à ce qu'elle obtienne la création d'un État d'Allemagne de l'Ouest, ainsi que la création en avril 1949 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis signent un traité d'alliance militaire en temps de paix avec l'Europe occidentale. Ces objectifs atteints, les Américains acceptent d'évoquer l'avenir de l'Allemagne. Puis l'URSS lève le blocus. Then the Soviets gave up. Their blockade was lifted. The United States and Britain had kept faith with the people of Berlin. The lifeline of supply remained open. L'Allemagne est désormais officiellement divisée. Avec l'OTAN, l'Amérique va, en échange de leur aide, réarmer la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, et plus tard, stockera des armes nucléaires sur le sol allemand. En réalité, les États-Unis font de l'Europe de l'Ouest leur première ligne de défense et une plateforme de lancement potentielle en cas de Troisième Guerre mondiale.
Aux élections de 1948, les républicains sont donnés vainqueurs et Henry Wallace annonce qu'il sera le candidat du tout nouveau parti progressiste. Vous devez voter pour la paix. Ainsi, le monde saura que les États-Unis ne sont pas derrière la politique de guerre réactionnaire bipartite qui divise le monde en deux camps armés. Les peuples du monde doivent savoir qu'il y a une autre Amérique que celle de Truman, dominée par Wall Street, soutenue par l'armée et qui salit le terme démocratie partout dans le monde. Les partisans de Truman orchestrent alors une campagne anti-rouge et se servent des libéraux pour accuser l'ancien vice-président d'être un pion au service de Moscou. I do not want and I will not accept the political support of Henry Wallace and his communism. Wallace niera toujours tout lien avec le communisme et dénoncera cette charge utilisée de manière systématique contre lui comme un moyen de restreindre sa liberté de parole. Des bandes organisées viennent perturber ses meetings. Des universités lui refusent le droit de parler sur leur campus. Et certains de ses sympathisants perdent leur emploi. Glenn, I think the American people are going to surprise us very, very pleasantly next fall. So do I. Le colistier de Wallace, Glenn Taylor, sénateur de l'Idaho, est arrêté et passé à tabac par la police à Birmingham, en Alabama, pour avoir participé à un congrès de jeunes noirs du Sud, alors que le bâtiment était réservé aux gens de couleur. Wallace câble un message à Taylor. Quelle hypocrisie de dépenser des milliards en armement à l'étranger au nom de la liberté, alors que cette liberté est foulée aux pieds ici même, chez nous. Les accusations de communisme et l'attitude méprisante des grands journaux vis-à-vis de Wallace portent leurs fruits. La campagne de Wallace sera un désastre. Il arrivera 4e, derrière un ségrégationniste de Caroline du Sud. Mais son programme progressiste de politique intérieure, particulièrement au sujet des droits civiques, semble avoir influencé Truman. À la dernière minute, les électeurs démocrates, craignant une victoire républicaine, se regroupent massivement derrière Truman et lui permettent de gagner face au républicain donné favori, Thomas Dewey. C'est l'un de ces retournements de situation comme on en voit parfois dans la politique américaine. Mais Harry Truman, comme Churchill, verra son pouvoir présidentiel s'effriter. Au cours des 4 années suivantes, il perdra la confiance des Américains et quittera ses fonctions avec un taux d'approbation abyssal digne de George W. Bush. En septembre 1949, a lieu le premier de 3 événements majeurs. Nous avons la preuve qu'au cours des dernières semaines, une explosion atomique a eu lieu en URSS. L'annonce de Truman choque l'Amérique. En 1948, Oppenheimer avait dit « Notre monopole nucléaire est comme une crème glacée fondant au soleil ». Comme l'avait prévu Wallace en 1945, Truman et ses proches ont fait une erreur terrible en présumant que les États-Unis conserveraient le monopole de la bombe. Les Américains se sentent plus vulnérables que jamais. Et la course à l'armement nucléaire que Wallace et les scientifiques avaient prédit est désormais en pleine escalade. Les États-Unis redoublent maintenant d'efforts pour développer la bombe à hydrogène. Fin 1949, la Chine, le pays le plus grand et le plus peuplé du monde, devient communiste. Mao Tse-tung déroute les forces nationalistes corrompues de Chiang Kai-shek. Il s'agit sans aucun doute de la plus importante révolution depuis 1917, lorsque la Russie avait renversé le tsar. Time Magazine avertit, une marée rouge menace d'engloutir le monde. Le général MacArthur écrit dans Life, la chute de la Chine met en péril les États-Unis. Feignant l'indignation, comme si la chute du gouvernement nationaliste corrompu était une surprise, le lobby conservateur pro-chinois en Amérique rejette la faute non seulement sur l'URSS, les démocrates, le département d'État, les spécialistes de la Chine, mais aussi sur le secrétaire d'État George Marshall lui-même. Ces accusations se révéleront infondées. Les soviétiques, quant à eux, préoccupés par leurs propres problèmes de sécurité nationale, n'ont accordé qu'un soutien restreint aux révolutionnaires chinois et se sont montrés très peu encourageants à leur endroit. Staline fera finalement alliance avec Mao en février 1950.
mais pressera le leader chinois radical de maintenir une entente cordiale avec les États-Unis. De part et d'autre, la rhétorique s'enflamme. Le nouveau gouvernement chinois se veut trop ouvertement révolutionnaire. En représailles, les États-Unis refusent à la Chine un siège aux Nations Unies, alors que siègent d'autres dictatures soutenues par les Américains. Tout effort de paix est réduit à néant. En juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud, et la guerre froide devient une guerre brûlante. Au nord, le dictateur Kim Il-sung, soutenu par l'URSS, et au sud, le dictateur Syngman Rhee, soutenu par les États-Unis, menacent tous deux de réunifier le pays par la force. Staline est contrarié par le soutien des États-Unis à la reconstruction du Japon, contre qui l'URSS a mené 2 guerres sanglantes. Il donne à Kim Il-sung le feu vert pour devancer le Sud. Il lui confie que la guerre est un moyen de se venger de l'attitude arrogante des États-Unis en Europe, dans les Balkans, au Moyen-Orient, et aussi tout particulièrement de la création de l'OTAN. Pourtant, Staline, qui a conscience de la puissance industrielle des États-Unis, ne souhaite pas une guerre généralisée. L'état-major et le département d'État américain, pour leur part, ont ouvertement reconnu que la Corée se situait en dehors du périmètre de défense américain. Mais après la victoire communiste en Chine, et devant les forces révolutionnaires qui menacent de renverser les régimes soutenus par l'Occident au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines, Truman se doit de trouver un terrain où prendre position. Et la Corée semble l'endroit tout indiqué. Si nous abandonnons la Corée, les Soviétiques continueront d'avancer et d'avaler les pays d'Asie les uns après les autres. Et si nous abandonnons l'Asie, le Proche-Orient s'effondrera. On peut alors difficilement prévoir ce qui se passera en Europe. Bien qu'il déploie des dizaines de milliers de soldats, Truman refuse de qualifier l'opération militaire de guerre, parlant plutôt d'opération de maintien de l'ordre. Il s'agit en théorie d'une action des Nations Unies, pourtant les États-Unis fournissent à eux seuls la moitié des effectifs de l'infanterie, et presque toute la marine et l'aviation. Les troupes au sol sont toutes sud-coréennes. Truman décide en outre de contourner la procédure d'autorisation de guerre au Congrès, créant ainsi un précédent pour de futures interventions dans le monde. Cette guerre sanglante et incertaine qui dure 3 ans lui coûtera très cher. James Forrestal, dont les théories ont aidé à instaurer un climat délétère anti-soviétique à Washington, perd plusieurs batailles politiques aux côtés de Truman. Il est démis de ses fonctions au cours d'une cérémonie en mars 1949, dont il sort brisé. Quand son ami et futur dirigeant de la CIA John McCone lui rend visite, Forrestal est devenu complètement paranoïaque. Il se tient dans la pénombre et s'assoit loin des fenêtres pour ne pas être une cible trop facile pour un tireur embusqué. Il ne dira jamais de qui il a vraiment peur. Dans la presse, la rumeur se répand que Forrestal a été retrouvé dans la rue en pyjama, hurlant « Les Russes arrivent !» Le Pentagone annoncera que Forrestal a été admis pour un examen de routine à l'hôpital de Bethesda, un hôpital militaire du Maryland. Le diagnostic, une dépression réactionnelle. Will you tell these fools I'm not crazy? Make them listen to me before it's too late! Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Seul dans sa chambre, au 16e étage, il souffre d'un délire de persécution permanent, persuadé qu'il connaîtra le même destin que le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Masaryk, poussé par la fenêtre. Son état commence à s'améliorer, et dans la nuit du 22 mai 1949, il reste éveillé tard et recopie un passage de Ajax de Sophocle. Il songe au héros, loin de chez lui, qui interroge son destin. Au mot Nightingale, il repose son stylo, puis il saute du 16e étage. Le philosophe et chroniqueur Walter Lippmann écrira de Forrestal « Il était comme un médecin qui étudie une maladie et qui la contracte lui-même. » Derrière lui, Forrestal laisse un Pentagone en plein renouveau, qui partout où les peuples veulent gagner leur liberté, crie à la conspiration communiste. Le malentendu perdure encore aujourd'hui.
et nombreux sont ceux qui pensent que les États-Unis sont entrés dans la guerre froide en réponse à des agressions soviétiques. Il ne fait aucun doute que le gouvernement soviétique a imposé des dictatures répressives qui n'hésitaient pas à brutaliser les contestataires en Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Allemagne de l'Est, Albanie et Tchécoslovaquie. Mais il est tout aussi clair qu'au départ, les Russes auraient toléré des gouvernements amicaux dans ces pays. Mais l'Occident s'est attaqué à leur idéologie, ainsi qu'à leur sécurité. Durant cette période d'après-guerre, ce sont les États-Unis, avec leur monopole atomique, et non pas les Soviétiques, qui sont responsables du déclenchement de la guerre froide. Le pacifiste Haji Must avait écrit en 1941 « Après une guerre, le problème c'est le vainqueur », car il pense détenir la preuve que la guerre et la violence sont payantes. Qui peut désormais lui donner une leçon? Quand Truman arrive au gouvernement, il est extrêmement réceptif aux théories des plus fervents anticommunistes et balaye l'idée d'une entente entre Russes et Américains. Puis les provocations s'enchaînent. L'installation de bases militaires américaines partout dans le monde. Le largage inutilement provocateur de la bombe atomique. Le discours de Churchill à Fulton. Le discours de Truman appelant à combattre le communisme en Grèce. La partition et la remilitarisation de l'Allemagne. Les essais nucléaires incessants. Et l'invention de la bombe H, dont il se sert pour menacer l'URSS. L'exagération délibérée que fait Truman de la menace communiste à l'étranger et aux États-Unis. Son choix de faire taire tous ceux qui contredisent sa vision déformée de la vérité. Sur tous ces sujets, presque sans exception, les États-Unis, après avoir victorieusement libéré l'Europe de l'Ouest, laissent parler la peur et l'hostilité. Pourquoi cette peur ? Les Américains sont un peuple d'immigrés arrivés dans un pays nouveau. Un peuple qui, d'une manière ou d'une autre, a fui la persécution, la pauvreté et la peur. Ce peuple, bien que très loin de ses racines et de son passé, porte cette peur en lui. L'Amérique du Nord a découvert et accepté le mythe d'un nouveau départ, de la pureté d'une terre nouvelle, le mythe d'une exception américaine dans une nouvelle Jérusalem, le mythe d'une place au soleil. Mais est-il bien nécessaire d'exagérer encore la peur des persécutions étrangères, la crainte des mauvaises habitudes d'un vieux continent corrompu? Hordes of grasping, pushing foreigners who are stealing jobs from American workmen and bread from American homes. It is to combat this peril that we, the challengers, have raised our rallying cry, America for Americans. Are you willing to protect your job? Well, you bet. I'm glad to hear that, because we got a pretty bad problem here in this state. It's full of foreigners all trying to chisel jobs out of Americans like you and me. Well, I certainly am obliged to you for telling me, Mr. Taylor. The first one of them foreigners that comes messing around my job is going to find himself in a heap of trouble. Oh, it ain't going to be one, Metcalf. You got to fight all of them. You see, they stick together, these foreigners, and they'll knife you in the back before you even know who they are. An American alone ain't got a chance. En ce début du XXIe siècle, il y a près de 300 millions d'armes dans les foyers américains. C'est la nation la plus lourdement armée au monde. Mais si un pays parvient à se protéger, même s'il le fait de manière aussi efficace que les États-Unis, cette protection ne sera jamais suffisante d'un point de vue psychologique. L'image de l'ennemi grandit proportionnellement à l'ampleur des remparts que nous dressons pour nous protéger, dans une tentative futile de faire disparaître une peur qui ne disparaîtra jamais. La peur et l'incertitude sont deux sentiments qui sont le propre de la vie humaine, depuis la nuit des temps. Il faut les accepter, tout comme on doit accepter la naissance et la mort. Alexandre le Grand aurait affirmé que si vous pouvez vaincre vos peurs, vous pouvez vaincre la mort. En supportant et en maîtrisant notre peur et notre incertitude, nous devenons naturellement plus forts. L'ironie de la vie fait qu'avec le temps, l'ennemi, objet de nos peurs, devient ami. Souvent même un très bon ami ou un allié. Avec le recul, il est évident que les dirigeants américains ont exagéré la menace d'un ennemi dont ils pensaient avoir besoin pour scinder le monde en deux systèmes antagonistes. En
Henry Wallace a dit que la source de toutes nos erreurs était la peur, et qu'il aurait mieux valu envisager une compétition saine entre les deux systèmes. Mais pour les extrémistes américains, c'était impossible. Et à cause de sa naïveté, Henry Wallace sera crucifié médiatiquement. James Forrestal, le premier secrétaire d'État à la Défense, terminera sa vie d'une façon violente. Un présage étrange qui montre clairement que la politique extérieure américaine a peur de son ombre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont posé les bases d'un nouvel état d'esprit. Ils ont forgé une sorte d'empire unique, à la suprématie économique avérée et à la tête d'un arsenal gargantuesque. Tout en professant la liberté et la démocratie, ils jouent les gendarmes du monde, convaincus qu'au nom du maintien de l'ordre, ils doivent débusquer et arrêter les ennemis de leur système. Ainsi, les 60 années d'histoire américaine à venir rappelleront étrangement les faits déjà évoqués. Plus d'opérations clandestines, plus de guerres régionales et une domination accrue imposée aux quatre coins du monde. If history teaches us anything, it is that we must resist aggression or it will destroy our freedoms. You are in the crosshairs of the bomb sight. An enemy is centering on you. You are a citizen of the free world, a citizen of the United States of America. You are the target.